On pourrait croire que les habitants des oasis vivent en complète autarcie. Mais de nombreuses influences extérieures sont arrivées jusqu'ici. La plus importante fut celle des hommes de la vallée du Nil. À Darla, les archéologues ont découvert les traces de la présence pharaonique dès 2460 avant notre ère. Les tombeaux majestueux des anciens gouverneurs marquent l'importance de cette région pour le pouvoir central. Nous sommes devant le mastaba de Khentika, qui fut le gouverneur de l'Oasis durant la 6e dynastie, sous le règne de Pépi II. Vous voyez juste à côté, il y a justement un autre mastaba, et le mastaba est la partie supérieure, donc telle que nous la qualifions aujourd'hui, et qui est cette forme rectangulaire qui n'existe pas au-dessus du mastaba Khentika. C'est son effondrement donc qui a entraîné la protection du caveau. Les mastabas, ces édifices rectangulaires, surplombaient les tombeaux des pharaons de la première et de la deuxième dynastie, presque 3000 ans avant notre ère, jusqu'à ce qu'un architecte de génie révolutionne les sépultures royales. Imhotep, au service du pharaon Djoser, a l'idée d'empiler les mastabas les uns sur les autres, créant ainsi la forme pyramidale. La pyramide à degrés devient la première d'Égypte, mais pas la dernière. Le pays compte plus d'une centaine de pyramides. Par la suite, les pharaons préféreront se faire inhumer dans la vallée des rois. Mais il y a un point commun entre toutes les périodes. Les sépultures se trouvent toujours en plein désert. L'idée des anciens Égyptiens est de préserver les terres agricoles sur les rives du Nil, qui sont déjà limitées, mais aussi de protéger les momies de l'humidité, leur pire ennemi. Le désert devient alors naturellement le royaume des morts. Voilà, nous sommes à peu près à 7 mètres de dénivellation au-dessous du niveau du sol. Alors, sur cette paroi, nous sommes confrontés à l'une de ces scènes traditionnelles, un petit peu dans ces tombes de l'Ancien Empire, où nous voyons le personnage principal, propriétaire de la tombe, donc Khentika, et en face de lui, son épouse. Et on peut voir, même si la scène est relativement dégradée, qu'elle porte à ses narines une fleur de lotus pour humer le parfum. Comme habituellement, sur les parois de ces tombes privées, depuis l'Ancien Empire et jusqu'au bout, il y aura un mélange sur les parois de ces tombes des scènes de vie quotidienne auprès des fois de scènes funéraires. Tandis que sur les parois des tombes royales, contrairement à ceci, ce fut de tout temps exclusivement des textes et des scènes funéraires. Ce qui fait que si nous n'avions possédé d'Égypte que des tombes royales, on n'aurait eu aucun renseignement sur ces scènes fabuleuses de la vie quotidienne. Nous voyons par exemple des scènes de labour, nous voyons une charrue avec des bœufs, il y a également, comme partout ailleurs, des scènes de chasse. Mais là, nous étions en plein cœur du désert, c'était encore plus facile d'aller à la chasse, qui fut l'un de leurs sports favoris. Si les gouverneurs, représentants du pouvoir royal, édifiaient de tels tombeaux, c'est que les oasis étaient d'un intérêt vital pour les pharaons. Cette région se situait sur cette voie commerciale si importante qui est appelée Darb el-Arbaïn, qui veut dire la route des 40 jours et qui marquait le trajet des caravanes sur cette route qui reliait Assiout, la région d'Assiout actuelle, jusqu'à Darfour au Soudan. Donc toutes les denrées en provenance d'Afrique qui pouvaient convoiter à l'époque, l'ébène, l'ivoire, l'or, des animaux exotiques également, passaient par là. Et il fallait, justement, sur le passage de cette voie commerciale si importante, marquer l'omniprésence, le poids de l'État. Il y avait des postes de contrôle, de péage également, qui marquent encore plus l'intérêt qu'eurent les rois, les pharaons de cette époque, et qui résidaient bien loin de cette région, puisque le pouvoir était à Memphis, dans la région du Caire d'aujourd'hui, mais souhaitait faire cette démonstration de, entre guillemets, force, donc sur le passage de cette voie commerciale si importante que fut de tout temps pour l'Égypte le Darb el-Arbaïn. La présence de l'administration pharaonique à Darla est très ancienne. Il n'en est pas de même pour une oasis située à plus de 500 km du Caire. L'Égypte a dû attendre jusqu'au VIe siècle avant notre ère pour contrôler Siwa. À 70 km de la frontière libyenne, Siwa a longtemps été protégée par les dunes de la grande mer de sable qui l'entoure.
Pourtant, au milieu de ce monde inhospitalier, émergent peu à peu de petits lacs, souvenirs de la mer qui recouvrait le désert il y a des millions d'années. Les touristes égyptiens venus du Caire adorent venir ici se faire peur. Le désert, même avec des sources d'eau chaude, reste pour eux le lieu de tous les dangers. Au loin, on aperçoit déjà le grand lac de Siwa. L'eau est tellement abondante ici que, faute de drainage, elle s'accumule en lac à forte teneur en sel. Au centre-ville, la vie est calme. Les habitants, les Sioux, sont de nature placide, bien loin de l'agitation des grandes métropoles. Cette sérénité, la forteresse de Chali qui surplombe la ville depuis le 7e siècle l'incarne. Construite en blocs de terre glaise mélangés à du sel, elle n'en finit pas de se désagréger depuis des siècles. Doha, une guide conférencière, aime faire ressentir cette ambiance si particulière aux voyageurs qui souhaitent prendre leur temps. Les touristes, quand ils arrivent ici pour la première fois, sont fascinés par le fait qu'il n'y a pas du tout de transition entre le désert interminable et la verdure de cette oasis. C'est une ligne très très nette entre les deux. Il y a aussi 281 sources d'eau, tout autour desquelles les habitants de Siwa ont toujours vécu. De toutes ces sources qui jaillissent un peu partout dans l'oasis, certaines servent de piscine naturelle aux baigneurs de passage. Il y en a une dont le succès ne s'est jamais démenti, car ici, on a l'impression de nager dans le sillage de la plus grande reine d'Égypte. Nous sommes ici à côté de la source de Ain Shams, la source du soleil, connue aussi sous le nom de la source de Cléopâtre. Il y a une légende qui raconte que Cléopâtre venait prendre son bain ici. Elle prenait un très bon soin d'elle-même. Elle avait l'habitude d'avoir des bains dans le lait d'ânesse, parfumés avec le parfum de lotus. Cette source est une des sources que les Égyptiens apprécient beaucoup, suivant, comme ils croient, le chemin de Cléopâtre, essayant de s'embellir. Ils viennent ici, on a qui se baignent en fait, tout autour de cette source. Et c'est un lieu quand même très reposant, avec la source d'eau et les palmiers qui les entourent. Cléopâtre, l'avant-dernière reine de la dynastie hellénistique des Ptolémées, ne s'est peut-être jamais baignée à Siwa. L'influence grecque est pourtant avérée, notamment dans la nécropole principale de l'oasis. La colline des morts surplombe la ville. Les archéologues y ont recensé 1500 tombes. Beaucoup sont abîmées. La montagne porte encore les stigmates des nombreuses fouilles sauvages effectuées par les Sioux au cours des siècles. Les pilleurs découpaient les bas-reliefs, puis ils les vendaient aux étrangers. La tombe de Siamon leur a échappé par miracle. En y entrant, on voit d'abord un symbole typiquement égyptien, Nout, la déesse du ciel, dévorant le soleil tous les soirs et l'enfantant tous les matins, ici, sous la forme d'un faucon. Au mur, la décoration annonce l'époque grecque. Cheveux bouclés, barbe et moustache, toge hellénistique. La tombe date bien de la période libyenne, époque à laquelle les Grecs étaient nombreux à Siwa. Plus loin, une déesse au sycomore porte un vase d'où s'écoule entre deux filets d'eau une chaîne d'anque, le signe de la vie en ancienne Égypte. Rappelant qu'hier comme aujourd'hui, les habitants de ces oasis en plein désert ont conscience de leur chance. Pourtant, les 32 000 habitants de Siwa doivent apprendre à vivre éloignés de tout. Ce n'est qu'en 1984 qu'une route goudronnée les a reliés au reste du monde. Et ce n'est qu'en 1987 qu'ils ont découvert les joies de la fée électricité.
C'est peut-être cet isolement qui a permis la préservation d'une culture singulière. À Siwa vit la seule communauté berbère d'Égypte, la plus orientale d'Afrique du Nord. Les Berbères sont présents dans tout le Maghreb, jusqu'en Mauritanie à l'ouest et jusqu'au Niger au sud. Youssef est un ardent défenseur de cette culture dont il préserve tous les aspects. Ce midi, il reçoit les enfants de la famille en vacances scolaires. Pour faire plaisir à ses petits-neveux, ses nièces et ses propres enfants, il a choisi un plat typique de Siwa. Maintenant que je les ai recouverts de sable, j'ai fini. On les sortira dans un peu plus d'1 heure. Le plus important dans cette recette, c'est que ça reste bien hermétique. S'il y a une fuite, les poulets seront trop secs. Quand Youssef parle avec ses frères, ses fils et ses neveux, même s'ils maîtrisent tous l'arabe, il préfère employer un dialecte berbérophone local, le siwi. À la maison, la plupart des gens d'ici parlent berbère. Certains apprennent à leurs enfants à dire papa en arabe. Mais moi, je leur apprends le mot ab. Il faut qu'ils connaissent le berbère et ainsi qu'ils n'oublient pas leurs origines. L'arabe, de toute façon, ils vont l'apprendre à l'école. L'avantage de l'oasis de Siwa, c'est qu'elle est loin de tout. Quand les touristes viennent et qu'ils restent un peu avec nous, c'est nous qui les influençons et pas eux qui nous influencent. Ce qui est certain, c'est que si on était près d'une grande ville, on aurait eu plus de mal à préserver nos traditions et nos coutumes. La douceur des habitants de Siwa contraste avec la dureté de leur environnement. Le Grand Lac, symbole de l'oasis, n'est pas ce havre de paix qu'il semble être. Dans ces eaux salées, aucun poisson, aucun batracien ne survit. Le sel recouvre comme un linceul les berges et la surface de l'eau. Mais les Siwis en ont fait une force. Les Égyptiens consomment du sel depuis le néolithique. Les habitants de l'oasis vont leur en fournir. Aujourd'hui encore, l'exploitation du sel du désert est la principale activité industrielle à Siwa. Au départ, on creuse un bassin. Et là, à un moment, on finit par atteindre la couche de sel. À cette étape, le sel qu'on extrait est encore brun, parce qu'il contient encore de la terre. Et pour le nettoyer, on va le rincer dans l'eau. Grâce à la pelleteuse, on lui donne une quinzaine de bains. Quand le sel est bien blanc et propre, on le met en tas et on le laisse sécher. Le sel de Siwa est apprécié pour son goût, mais de grandes quantités partent en Europe et au Canada, où il va tout simplement être utilisé pour déneiger nos routes en plein hiver. Cette grande machine est une broyeuse. C'est là que l'on broie les cristaux de sel. Là, c'est du calibre 12. Il y a plein de calibres différents, du plus gros au plus petit, pour faire du sel de table par exemple. Le sel, pour nous, c'est un don du ciel. Depuis qu'on en a trouvé à Siwa, tout le monde en profite. D'ailleurs, tout ce qu'on extrait se renouvelle chaque année par sédimentation, grâce au lac juste à côté. C'est vraiment une aubaine pour l'oasis et pour les revenus des habitants. L'exportation du sel est une vieille histoire. Vers le 1er siècle de notre ère, ce produit commence à circuler dans tout le bassin méditerranéen. L'oasis de Siwa, comme toutes les oasis, vit surtout du commerce. À la fin de l'Antiquité, Siwa fait le lien entre l'Afrique du Nord et l'Égypte, exportant du sel, des dattes, des olives, de l'huile et du vin.
Les 4 pour 10. Les 4 pour 10. Les 4 pour 10 seulement. Vous avez bien entendu? 4 pour 10. Ah là, c'est du haut niveau. Chef, vous ne pouvez pas faire moins cher. On ne peut pas trouver moins cher. Pour commercer, l'Égypte possède ses pistes caravanières depuis 4500 ans. De nos jours, pour transporter les denrées sur des routes goudronnées, le camion suffit. Mais pendant longtemps, les caravanes étaient constituées d'ânes, jusqu'à ce qu'un autre animal, domestiqué tardivement, 1000 ans avant notre ère, ne le détrône. Le dromadaire est adapté au désert. Cet animal va faire la richesse des oasis. Il supporte des charges de 250 kg et il est capable d'avaler 135 litres d'eau en quelques secondes, ce qui lui permet de tenir plusieurs jours en plein soleil. Les Bédouins en ont fait leur spécialité. Ces nomades s'approchent rarement des oasis, sauf quand il s'agit du bien-être de leur animal fétiche. Nous avons loué cette parcelle dans l'oasis pour les pâturages. Les dromadaires ont besoin de manger de l'herbe fraîche. Nous accompagnons les bêtes. C'est plus qu'un travail. C'est notre vie. On s'occupe de nos bêtes parce que nos existences dépendent des dromadaires. Autrefois, tout était lié aux dromadaires. La viande, le lait. Ils protégeaient même les hommes des intempéries et des difficultés de la vie. Avant, on voyageait sur leur dos. Ils transportaient tout ce que les gens possédaient, même les récoltes. Le dromadaire est capable de tout porter. Je les prépare parce qu'ils vont passer la nuit ici. Je suis obligé de les entraver, parce que sinon, ils risquent de s'éloigner et de se perdre. À vrai dire, je n'ai pas vraiment d'endroit où les mettre. Je ne suis pas vraiment installé dans la région. C'est comme ça. Je ne m'installe nulle part. Chaque jour, je vis dans un nouvel endroit. En principe, tous les Bédouins savent s'occuper des dromadaires. Mais les nouvelles générations sont en train de perdre ce savoir-faire. Par exemple, le petit Mahmoud, là, son grand-père avait des dromadaires, mais il n'a pas eu le temps de lui apprendre. Alors, ça fait 1 mois qu'il m'accompagne. Il apprend les techniques pour s'approcher d'eux, pour communiquer. Mais pour l'instant, il a encore un peu peur. Mais il va vite s'habituer. Les nomades du désert oriental et ceux du désert occidental inspirent méfiance et crainte aux anciens Égyptiens. Ils avaient la réputation d'être des sujets versatiles, prompts à aider les envahisseurs et à prendre les armes à n'importe quelle occasion. Car l'envahisseur a souvent pris le chemin du désert, comme les Nubiens par le sud ou les Libyens par l'ouest. Au temple de Médinet Abou, à Luxor, Ramsès III retrace sur des bas-reliefs gravés à sa gloire ses victoires sur les peuples du désert. Les Libyens sont reconnaissables à leur barbe, et les Nubiens à leurs traits noirs africains. Plus loin, un scribe effectue un décompte macabre. À partir d'un tas de mains coupées, il dresse l'inventaire du nombre d'ennemis tués. À travers leur longue histoire, les Égyptiens n'ont pas toujours réussi à contenir les envahisseurs. Les Perses, les Grecs ou les Romains se sont durablement installés sur la terre des pharaons. Tous ont eu la volonté de contrôler ces étendues arides, source de déstabilisation du pays.
Mais rares sont les conquérants qui ont osé y aller en personne. C'est le désert qui s'étend sur des milliers de kilomètres derrière ce lac qui a failli tuer Alexandre le Grand. Finalement, arrivé ici, il a pu consulter l'oracle du dieu de Siwa. Nous sommes vers moins 331. Alexandre le Grand vient de faire tomber l'Empire perse, dont fait partie l'Égypte. Pour légitimer son pouvoir, il se rend devant l'oracle d'Amon à Siwa, qui est avec celui de Delphes, l'un des plus prestigieux du monde antique. Dans ce temple, le conquérant grec espère poser ses questions directement au dieu Amon, le dieu le plus important des anciens Égyptiens. Comme toute autre personne qui venait, comme les prêtres eux-mêmes qui travaillaient dans les temples, Alexandre le Grand a dû faire la même chose. Il devait passer par ce puits pour faire des ablutions avant d'aller voir et poser les questions à Amon. Ici, c'est le sanctuaire. C'était là, au milieu, où il y avait la statue du dieu Amon. Alexandre le Grand va commencer à poser ses questions. Il avait 2 questions en tête. La première, c'était le nom des personnes qui ont tué son père. Et la deuxième, s'il allait pouvoir se venger pour son père. Amon lui dit et lui répète que son père n'est pas mort, son père est avec les dieux. Ça, c'était une réponse qui a beaucoup plu à Alexandre. Et la deuxième, c'est que lui-même était le fils de Dieu. C'était la réponse idéale, croyant qu'il était comme les pharaons. Il a le droit de gouverner tout le pays. Les questions n'étaient pas seulement des questions personnelles, mais c'était aussi une façon politique de venir se faire valider et avoir l'accord et l'acceptation d'un dieu d'Égypte. Alexandre a dû réellement entendre une voix répondre à ces questions. Mais ce n'était pas celle d'un dieu. Les prêtres des oracles utilisaient plusieurs artifices pour tromper les visiteurs. Certains faisaient même parler des statues creuses, à l'intérieur desquelles ils se cachaient. À Siwa, le système était plus rudimentaire, mais tout aussi efficace. Ici, pour Alexandre le Grand, il y avait la statue par ici, le prêtre l'accompagnait jusque-là, et par un chemin derrière caché, bien sûr, le prêtre va pouvoir monter. Il va pouvoir parler sans qu'Alexandre le Grand puisse le voir. Et toujours, il croyait que c'était la voix du Dieu qui lui parlait. En réalité, plus que le dieu Amon, c'est le clergé qui intéresse Alexandre. En s'attirant les bonnes grâces des prêtres, il s'assure d'un précieux soutien pour régner sur ce peuple égyptien si mystique. Dans l'oasis de Rarja, au sud de l'Égypte, d'autres envahisseurs ont laissé leur empreinte. Les Romains sont les derniers conquérants du royaume des pharaons. À l'instar de leurs prédécesseurs, ils vont s'évertuer à protéger cette lointaine frontière de leur immense empire. L'imposante forteresse romaine qui domine l'oasis protège la piste caravanière toute proche. Comme Alexandre le Grand, les Romains ont la volonté de se concilier les croyances égyptiennes. Au milieu de la forteresse, ils ont érigé un temple dans la plus pure tradition de l'Égypte ancienne. Il est dédié à Amon pour les Égyptiens et à Jupiter pour les Romains. Une nouvelle religion va bientôt bouleverser cet ordre établi. À partir du IIIe siècle de notre ère, l'oasis de Rarja devient un refuge pour les premiers chrétiens fuyant les féroces persécutions romaines. Le site funéraire de Bagawat, avec ses 200 chapelles-tombes, témoigne d'une continuité étonnante. Comme les Égyptiens anciens, les chrétiens vont enterrer leurs morts dans le désert. Les plus anciennes tombes sur ce site remontent aux alentours de la fin du IIIe, début du IVe siècle de notre ère. Puis, plus tard, au 5e siècle, donc, il y aura les Nestoriens qui viendront à la suite de Nestorius, qui était l'évêque de Constantinople et qui fut déclaré hérétique à Éphèse en 431.
Donc on peut dire que ce site fut peuplé d'abord par des chrétiens fuyant les persécutions des Romains païens, puis plus tard par des chrétiens fuyant les persécutions d'autres chrétiens qui étaient simplement divergents sur la nature du Christ. Nestorius avait déclaré « Marie, mère de l'homme, et non pas mère de Dieu ». Ce site est remarquable, unique. Nous voyons que les chapelles furent plus ou moins élaborées, car ce furent des chapelles familiales, et chacun, en fonction de ses moyens, aura plus ou moins élaboré un petit peu son caveau de famille. On voit des fois même des cours à colonnes à l'entrée des tombes, et il y en a d'autres très très modestes, selon ses moyens. Certaines de ces chapelles-tombes sont décorées avec soin. Le visiteur peut admirer des peintures vieilles de 16 siècles, reflet de la foi de ces premiers chrétiens. Ici, nous voyons Moïse qui guide le peuple d'Israël à sa suite, durant ses 40 ans d'errance dans le désert du Sinaï, et poursuivi par l'armée de Pharaon. C'est cette scène qui rend cette chapelle célèbre et qui évoque peut-être un lien à établir entre cette fuite dans le désert du Sinaï à l'époque, mais ici, ce fut également une fuite vers un autre désert, celui de ces oasis. Nous avons là un détail très intéressant, car nous avons deux croix chrétiennes normales, mais au-dessous, nous avons cette forme qui est dérivée du symbole égyptien ancien Ankh, synonyme et symbole de vie, et qu'emprunteront les premiers chrétiens d'Égypte quand, à l'époque des persécutions, ils ne pouvaient pas encore déclarer leur foi, chrétienne. Ils lui substituèrent également cette forme de Ankh, donc cette croix en C, finalement, héritée, bien sûr, d'Égypte ancienne. Les chrétiens exilés ont fini par s'habituer à leur vie en plein désert. On trouve leurs traces dans l'oasis de Rarja jusqu'au 7e siècle de notre ère. Pour l'Égyptien d'aujourd'hui, l'implantation dans une zone désertique n'est pas une évidence. 94% de la population vit toujours au bord du Nil. Mais les problèmes démographiques rattrapent les Égyptiens. En 1900, on comptait 10 millions d'habitants dans le pays. Il y en a 100 millions de nos jours et on en prévoit 200 millions d'ici la fin du siècle. Les dirigeants n'ont plus le choix. Il faut libérer des terres agricoles pour nourrir tout le monde et désengorger la vieille ville du Caire avec ses 20 millions d'habitants. À 45 km du Caire, une nouvelle capitale surgit comme un mirage en plein désert. Un projet pharaonique qui devrait faire 7 fois la taille de Paris intramuros. Nous sommes en train de construire une nouvelle capitale pour l'Égypte. Derrière moi, vous voyez le chantier du nouveau Parlement. Là-bas, devant moi, ce sera le quartier des ministères. Pour l'instant, ils sont éparpillés dans tout le Caire. Ainsi, les ministères seront tous regroupés au même endroit. Tous les jours, il y a 200 à 300 000 personnes qui viennent travailler ici. Des ingénieurs, des ouvriers. C'est un bon moyen de résoudre le problème du chômage. C'est vrai, c'est plus simple de vivre au bord du Nil qu'en plein désert. Mais avec 100 millions d'habitants, concentrés dans le delta et sur les rives du fleuve, il a fallu agir. Il a fallu se décider à conquérir le désert. Le premier quartier résidentiel a été mis en œuvre. Il est d'une superficie de 420 hectares.
25 unités de logement sont en cours de construction. Grâce à des campagnes de communication, les autorités espèrent attirer une partie des habitants du Caire. D'ici 20 ans, la nouvelle capitale devrait pouvoir accueillir près de 6 millions d'habitants. Convaincre 6 millions de Kairotes de quitter la ville historique pour venir s'installer en plein désert, ça ne sera pas facile. Mais nous comptons sur notre capacité à transformer ce bout de désert en paradis. Et c'est ça qui les fera venir. À l'image des pharaons, les présidents de l'Égypte contemporaine ont presque tous tenté de construire leur ville en plein désert. La plupart de ces nouvelles métropoles n'ont pas eu le succès espéré. Qu'ils le veuillent ou non, les Égyptiens devront un jour dompter le désert pour y habiter. Ils pourront alors s'inspirer des Bédouins et des Berbères qui vivent en harmonie avec la nature depuis des millénaires.